Bienvenue dans So et Joe, le podcast où tout le monde a son histoire. Aujourd'hui, ce n'est pas un épisode comme les autres. Aujourd'hui, on ne va pas parler de performance, on ne va pas parler de médailles et on ne va pas parler de résultats. Aujourd'hui, on va parler d'un parcours. Cet épisode, c'est le dernier épisode de la saison 1 du podcast. Et ben non, finalement, ce n'est pas le dernier épisode, je me suis complètement trompée. En fait, on a décidé de poster l'épisode pendant les Jeux Olympiques, pendant que actuellement Geoffrey est au JO. Après cela, il y aura 2 autres épisodes qui vont se poster. Donc, ce n'est pas le dernier épisode de la saison 1. Ce n'est pas fini, puisque après, il y aura 2 autres épisodes. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Et on ne pouvait pas mieux le terminer que comme ça. Parce que lundi, Geoffrey part aux Jeux Olympiques. Et avant qu'il ne vive ce moment historique, j'avais envie qu'on prenne le temps de revenir au tout début. Pas l'athlète, pas l'Olympien, l'enfant. Et avant qu'on commence, j'ai une question pour toi, Geoffrey. Si on t'enlève le patinage, si on t'enlève les Jeux Olympiques, si on t'enlève les médailles, qui est Geoffrey vraiment? Belle question. Euh, Qui est Geoffrey Brissot? Sans le patinage? Sans les médailles, sans les Jeux Olympiques. Je sais pas trop. Je pense que je me suis construit avec tout ça, avec mon patinage, avec mes médailles, avec le rêve d'aller aux Jeux. Donc, j'ai jamais trop réfléchi à qui j'étais sans le patinage. Après, je pense que les valeurs que j'ai dans la vie se reflète aussi par mon sport, donc je pense que il n'y a pas l'un sans l'autre. Je peux pas trop répondre, c'est complexe comme question. C'est toujours la question que quand les athlètes de haut niveau s'arrêtent dans leur sport, se posent vraiment. Parce que moi aussi, quand j'ai arrêté, j'étais comme, mais qui est Solène Mazing sans le patinage? Ça m'a pris 1 an pour le savoir. Donc c'est un peu normal que tu saches pas. Mais moi je sais qui est Geoffrey Brissot dans la vie sans le patinage. J'ai la chance de savoir. J'aimerais, Geoffrey, qu'on regarde cette photo qui est à l'écran. Et quand tu vois ce petit garçon, qu'est-ce que ça t'évoque aujourd'hui? Euh, Plein de petits souvenirs en fait, parce que ça, c'était à Limoges. C'était d'ailleurs chez ma tante, je crois. On avait comme un petit bassin d'eau avec des poissons et un petit pont. Et je me souviens que j'aimais bien aller jouer sur ce petit pont-là. C'était fun. Et donc, non, c'est plein de petits souvenirs, c'est cool. Est-ce que tu avais déjà commencé le patinage? Oui, je pense, oui, oui, parce que là, je devais déjà avoir bien au moins 5 6 ans, je pense. Ouais. Ah, Ma question c'était quel genre d'enfant étais-tu? Étais-tu un rêveur, un timide, un enfant déjà très déterminé? je pense que j'étais déterminé, mais j'étais plutôt timide. Je n'ouvrais pas trop ma bouche. J'étais plutôt dans mon coin et... Plus réservé pour toi? Ouais, j'étais réservé, ouais, mais j'étais déterminé. Pour la prochaine photo que tu peux voir à l'écran, je pense que c'est vraiment dans tes débuts de tes premières années du patinage. Je sais pas si je me trompe ou pas. Ouais, c'est ça. Est-ce que à ce moment-là, tu patinais pour le plaisir, ou est-ce que tu sentais déjà que le patinage allait devenir quelque chose de sérieux dans ta vie? Oh, je pense pas, je pense que j'étais vraiment dans le plaisir et dans le fun à l'époque. Et j'aimais ce que je faisais, donc c'était toujours assez... Non, il n'y avait pas ce côté performer à tout prix. C'était plus s'amuser et chercher à enjoy the moment. Est-ce que c'est ta première compétition? Oh, je pense pas à ça, je pense pas. Mais je me souviens, ce programme, je patinais sur les Simpsons. Parce que moi, je suis un grand fan des Simpsons. Quand j'étais petit, je crois que j'ai regardé toutes les saisons possibles et inimaginables. Et bah, je patinais sur cette musique-là, je me souviens. Donc, je sais pas si c'était une de mes premières compétitions. Non, je pense que j'en ai fait d'autres avant, mais
Ouais, c'est quand même dans les premières. Ok. Puis là, c'était artistique ou vraiment Oui, ça danse? c'était artistique, oui. Ok, donc tu sautais avant. Ouais. Ok. Là, j'ai envie qu'on regarde une magnifique photo, s'il vous plaît. Alors Je ça, souhaite remercier la maman de Geoffrey pour m'avoir envoyé cette photo. Elle est incroyable. mais là je pense que j'étais même plus jeune. En fait, j'ai encore plus les traits d'enfant. Et vraiment, bah, la tunique, il faut le dire, c'est vraiment quelque chose C'est de iconique. pas très beau. Non, mais sérieusement, c'est Avec le recul iconique. qui m'a forcé à faire ça. Ce grand écart, incroyable. Et là, je me souviens, ça c'était Austin Power la musique. Donc le costume est plutôt déjanté comme le film. Mais oui, j'avais la chance d'être assez souple à l'époque. Hey, c'est incroyable. Est-ce que tu as encore ce costume chez toi? Peut-être mes parents, oui. Mais bon, je le reporterai pas pour vous. Oh, voyons. Non, c'est vraiment cette photo, j'ai vu cette photo et j'étais comme mais oh my god, le gars était déjà plus souple que moi et genre sérieusement personne osait mettre ce genre de costume avant enfin. Si, bien sûr, dans les petites catégories, les costumes, ils sont toujours un peu ridicules. Ah oui. Oui, 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 non, non, ça, je suis sûr, c'est pas. Et là t'étais en artistique ou en danse? Je sais plus du tout. Ah, En mais tout ce cas, costume j'avais est pas toutes mes dents. ah oui. Tu c'était le moment de perdre les dents de lait. Moi ma question ce serait si tu pouvais parler au Geoffrey qui a 2 3 ans, celui qui découvre la glace, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Bah, je lui dirais, profite de chaque instant, fais des erreurs, reconstruis, détruis, apprends, 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 apprends. Prends tout ce qu'il y a à apprendre et construis ton chemin. Sois pas trop pressé non plus. Parce que je suis quelqu'un qui est plutôt. J'aime que les choses soient carrées, rentrent dans des boîtes et des fois, il faut aussi prendre le temps de prendre du recul et dire ben, c'est peut-être pas ce coup-ci, mais si j'y vais un petit peu plus la prochaine fois, peut-être que ça sera la prochaine la bonne. Ouais. Je sais pas quoi ajouter à ça, mais oui, sûrement. Hem, On peut enlever cette photo, c'est bon. On a fait le tour. non, mais on est obligé d'en parler de cette photo quand même. Regarde ça. Mais ça me rappelle vraiment la vibe que, oui, il y a eu quand même, il y avait beaucoup de costumes ridicules à l'époque. Je pense que on se rend pas compte quand on est jeune, on porte un petit peu tout ce qui, Mais sérieusement, tu sais, comme moi, quand je patinais seule, ouais, je me rappelle pas d'avoir eu des costumes comme ça. comme ça. Comme, vraiment, cette tenue est comme incroyable. Sérieusement, moi, quand je patinais au tout début, oui, pour Halloween, ma mère me faisait des costumes assez drôles, mais des costumes comme ça, Ouais, sérieusement. Peut-être que j'étais jeune. Est-ce que à ce moment-là, dans le patinage, est-ce que tu te cherchais encore ou tu savais déjà ce que tu voulais? Non, Tu y allais vraiment au fil du oui, temps, là, puis oui, 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 là, c'est les débuts, c'est t'avais quel vraiment, âge? Ah, t'étais jeune, hein? ouais, je sais pas quel âge j'avais là. Et là, non, j'enjoy the moment. Genre, Non, ouais. À cet âge-là, tu t'es pas tu dit. te rends pas compte de ce que c'est de performer, de travailler dur. C'est pas encore cette notion-là, elle est pas encore là, je pense. Ok. On va passer à la prochaine photo. Là, Voilà, encore plus jeune. oui. Mais attends, mais je comprends pas. T'as fait du couple avant de faire du solo? Je faisais les deux en fait. On était à Limoges et on pouvait faire et de la danse et de l'individuel. Et Oh, donc on faisait un petit peu les deux, je me souviens. ok. Mais ça, Donc, c'est cute. non, ça c'est vrai. Bah là, le costume est cute. Ça, je me rappelle, c'est ma mamie qui avait fait ce costume. Oh, c'était quoi le programme? C'était Pierrot et Colombine. Ça devait être... c'est notre tout premier programme avec ma partenaire qui était ma cousine. Donc ça, c'était ta première année en couple en danse sur Ah, glace? oui, oui, c'était... oui, oui. On était hyper jeunes, ouais.
Et est-ce que déjà, bah là, c'est encore une autre question, et puis t'étais jeune, mais est-ce qu'à cet âge-là, t'avais une préférence entre l'individuel et le patinage à deux? Oh non, 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 parce que on apprend à cet âge-là. Donc je pense que les deux sont très complémentaires. Et bah, j'avais pas spécialement de préférence. Après, j'aimais beaucoup patiner avec ma cousine. C'était cool à l'époque, c'était fun, on faisait les choses à deux. Donc, non, non, c'était cool. Et tu devais vraiment être jeune. En regardant la photo, là, les collants comme ça par-dessus les patins, ça c'est vraiment à l'époque, ça. Vraiment. Ça devait être une danse préliminaire ou un truc comme Non, non, ça. ça c'était notre petit programme libre. Oh! Ah ouais, Et que ça dure comme 45 secondes. ouais. Ouais, 1 minute peut-être. Ouais, Et ouais, ouais, c'était. On voit déjà qu'on est très concentré à bien faire. oui, c'est ça. C'est les yeux rivés sur la glace pour Hein. sûrement être sûr de faire les bons pas. Ah non, c'est vraiment vraiment cute. Prochaine photo. Alors là aussi, le costume est incroyable. Est-ce que tu te rappelles de cette photo? Ouais, ça devait être. Cette photo, c'était déjà. On devait déjà être novice, à mon avis. Oui, là, on a sauté quelques années là. Ouais, là, on a fait un petit bond en avant. Euh, Je pense qu'à ce moment-là, tu faisais que du couple. Ouais, ouais, je pense que je faisais que du couple là. Et c'était une danse imposée, oui, je me souviens. Ça devait être comme la valse ou Ouais, c'est ça, je pense. quelque chose comme Ouais, ça. c'était même Laval, c'est sûr. Ok, et à ce moment-là, t'es un peu plus vieux. Est-ce que, euh, est-ce que à ce moment-là, tu te dis, ok, je veux vraiment me concentrer sur le patinage? Bah, je Ou pense pas pas que encore, c'était encore pour le plaisir. je pense pas que je me dis je vais me concentrer sur le patinage, mais le patinage commence à prendre de plus en plus de place dans ma vie. Je me souviens qu'on devait déjà être champion de France dans les petites catégories avec ma partenaire, donc oui, forcément ça donne une motivation et on commence à comprendre que il y a peut-être quelque chose à faire dans le patinage. Après, c'est un moment aussi où on est encore en train de découvrir ce que c'est le patinage, le sport de haut niveau. Donc, euh, donc voilà. Là, j'imagine que tu faisais juste des compétitions Oui, nationales. c'est ça. On n'avait pas encore été dans l'international. Là, c'était tout national pour l'instant. Est-ce que à ce moment-là, t'étais en... Est-ce que au niveau de tes horaires d'entraînement, est-ce que t'avais un horaire aménagé, tu sais, comme les sportifs, ou c'était juste vraiment Non, extra... ce qui est compliqué en France, c'est qu'il n'y a pas trop ça, les horaires aménagés. Les écoles sont plutôt réticentes à laisser faire un peu le sport-études. Donc, on patinait beaucoup, soit le matin, soit entre midi et deux, entre l'école en fait, et parfois le soir, mais c'était plus rythmé par l'horaire scolaire que un entraînement qui est propice à juste Ouais. s'entraîner. Ça t'évoque quoi de regarder toutes ces photos? Ça m'évoque bah, des bonnes choses. C'est comme ça que ça s'est fait et des fois on l'oublie aussi. Ouais, ouais, on Tu oublie te des fois. souvenais de cette photo du grand écart? Non, mais je me souvenais de la tenue. Euh, Là, on part dans une période en mode BG. T'avais quel âge? Oh bah là, je devais avoir au moins 13 ans. 13 ans, 14 ans. T'aimais déjà te faire prendre en photo? Ouais, ça m'a jamais vraiment posé de problème Non? de poser pour des photos. Alors, t'étais plus réservé et timide, mais par contre, te faire prendre en photo, c'était Ça me quelque gênait chose pas, non. qui te, qui te gênait pas. C'est nul les questions là. Je suis vraiment pas préparée, c'est n'importe quoi. À ce moment-là, dans ces périodes-là, 13 ans, c'est ça? Ouais, je dirais 13, 14 ans, ouais. Euh,
le patin, c'était quelque chose de plus ancré dans ta Bah, vie? ça rythmait ma vie, on va dire. C'était l'école, l'entraînement. Je pense qu'on commençait à faire des compétitions internationales. Ouais. Donc, oui, oui, ça prenait de la place. On commençait à comprendre ce que c'est le haut niveau. OK, donc tu avais déjà une image un peu plus claire que que le patin pourrait être quelque chose de plus, Oui, plus grand. j'avais déjà l'ambition d'aller plus loin dans le patinage, Mmh. d'aller chercher à faire ce que je pouvais à faire dans le patin. Bon, après, à 14 ans, est-ce qu'on rêve de faire des Europes, des mondes? Je sais pas. Non. Mais on comprend que ça va peut-être arriver. On commence à se positionner en tant que, ah oui, bah, je suis plutôt pas mal dans ce sport-là. Et à ce moment-là, au niveau de l'école, je sais pas, je pense qu'on doit être en sixième, cinquième à cet âge-là, même un peu plus, peut-être quatrième, je sais pas. Est-ce que pour toi, est-ce que l'école a toujours été devant le patinage? Bah, c'est bizarre parce que le patinage, ça a toujours pris une place importante dans ma vie. J'étais épanoui quand je patinais. L'école, ça a toujours été un peu plus compliqué avec bah, la dyslexie. J'ai eu quelques aussi problèmes à l'école avec du harcèlement scolaire. Donc, c'était toujours, oui, l'école était importante. Mes parents, ils m'ont toujours dit, il faut aller jusqu'au bac, il faut avoir son bac. Et après, on verra, tu pourras faire aussi ce que tu as plus envie de faire, mais il faut avoir un diplôme aussi, c'est important pour poser une base dans sa vie. Donc, bah en fait, dans ma tête, le patinage était déjà plus important que Mmh. l'école. Mais j'ai pas lâché l'école pour autant. J'ai une question. On nous posait beaucoup à l'école la question: «Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?» Je pense qu'à cet âge-là aussi, on devait déjà avoir comme, des réunions d'orientation avec des personnes et puis pour savoir qu'est-ce que tu voulais faire parce que quel dans si tu voulais diriger dans un bac scientifique ou, français ou je sais pas trop, je me rappelle plus comment ça se passait exactement avant. Mais, est-ce que tu te souviens de ce que tu disais? Oui, bah, moi, je voulais devenir médecin. OK. J'avais envie de faire médecine, mais bon, après, en grandissant, je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple. C'était pas comme dans Grey's Anatomy. Non. Donc, euh, je pensais pas que le patinage pouvait m'ouvrir des portes de travail. OK. Je pensais pas à qu'est-ce que j'allais faire après le patinage. Donc, je cherchais, j'étais dans un profil où bah, je faisais les études et le patinage. Et après, je me suis dit, bah, on verra bien. Pourquoi pas médecine et patineur en même temps, ce qui est vraiment très compliqué à faire. Il y en a qui arrivent, mais moi, c'est sûr que non. Donc, donc voilà, j'avais tendance à dire ça. Voilà. Tes camarades de classe, je pense qu'ils le savaient, du coup, que, bah, tu patinais, que c'était ton sport. J'ai une question, puis je trouve qu'on la pose beaucoup aux athlètes, puis je pense pas que j'ai forcément eu la réponse de ton côté, mais est-ce que en tant que garçon, de faire du patinage, sur glace qui peut être un peu vu comme efféminé, quelque chose comme ça, est-ce que tu as eu beaucoup de moqueries par rapport à ça? Oh, bien sûr, oui. J'ai eu des garçons qui se moquaient que j'étais une patineuse mais je peux pas dire que ça m'a touché. Non? Enfin, c'est jamais un truc qui m'a. Bah, t'avais envie de dire que j'étais une patineuse, ok. Euh, qu'est-ce qui te justifie cette idée déjà? Et tu te trouves plus masculin, tu te changes avec un vestiaire plein de garçons, tu fais du foot avec des garçons. Moi, j'ai la chance de côtoyer plein de jolies filles tout le temps. Genre, qu'est-ce qui fait de toi que toi, t'es plus masculin que moi? Ça avait aucun, tu vois, ça m'a jamais impacté, ça, en fait.
Parce que j'y ai jamais donné de l'importance. Puis je pense aussi que le fait que ton frère, ta sœur, tes cousins, cousines soient dans le patinage, je pense que ça a aussi été quelque chose qui est quand même. Je suis pas le seul à le faire, donc. Ouais, ouais, non, 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 il y a plein de garçons dans le patinage. Il y a pas. Moi, ça m'a jamais affecté. Ouais. Ça m'a pas touché. Oui, j'ai déjà eu des réflexions, mais Jamais de quelque chose très sérieux, quoi. bah, moi, ça m'a jamais importuné. Donc, En parlant de ton frère et ta sœur, voici une belle photo de ta famille. ouais, Euh, tout bronzé. Tout bronzé, sorti de vacances. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta famille qui, je pense, sont très fiers de toi, de ton parcours et de ton départ pour les JO? Euh, Oui, ben, il y a ma petite sœur, Christelle Amandine, qui maintenant fait du patinage en Hongrie. ok, Mon grand frère qui est restaurateur, qui a des restaurants à son nom, qui travaille pas mal dans ça, et mes parents, ben, qui ont toujours été derrière nous, qui ont toujours tout fait pour qu'on ait les clés pour réussir. S'il y en a bien qui ont fait des sacrifices, c'est eux, on va dire, pour nous mettre le plus de possibilités, les cartes, pour qu'on réussisse. C'est sûr, ça fait des mois qui sont comme des dingues que je puisse aller au jeu. Moi, j'étais en mode, oui, tant qu'on n'a pas de sélection, on se calme, hein. ah oui, ça je le sais, là, tu me l'as Mais, répété tellement de fois. mais non, c'est. Est-ce que aujourd'hui, en regardant tout ce qui s'est passé bah, non, depuis le tout début de ta carrière, puis en regardant la photo, est-ce que tu te rends compte de tout ce qu'ils ont fait pour toi, le soutien, t'amener aux Oh, compétitions? je m'en rends compte depuis longtemps de tout ce qu'ils font pour nous. Ça, je pense que j'en suis énormément reconnaissant et vraiment tout ce qu'ils ont fait, c'est aussi une belle façon de les remercier en leur disant, ben voilà, maintenant je vais au jeu, vous allez me voir au jeu. Ils t'accompagnent? Ouais, ils ont la chance, ben ils viennent tous, hein. Waouh! Ouais, ça va être cool. Et comment dire? C'est pas. Je pense que quand on est parent, on se rend pas compte de ce qu'on fait pour les enfants. On donne, et je pense qu'ils donnent sans compter. Comme un enfant se rend pas compte de ce que les parents font pour lui jusqu'à qu'on prenne un peu d'âge et qu'on se rende compte que c'est quoi la vraie vie. Ouais, l'argent. C'est l'argent, c'est le travail, c'est du temps aussi parce que voilà, mon père, je me souviens, il se levait tous les matins à 4 heures pour pouvoir se préparer avant d'aller travailler, aller chercher mes cousins pour nous amener à la patinoire. Et c'est tout des petites choses que nous, ça nous semblait banal, mais au final, en fait, c'était un train de vie qui devait être épuisant pour lui parce qu'il enchaînait sa journée derrière. Et en même temps, je crois que je ne l'ai jamais entendu râler pour ça. Tu vois, il a jamais reproché, oh, je dois me lever. Non, il faisait, il râlait pour d'autres trucs, mais pas pour ça. Est-ce que je pense qu'aujourd'hui on a la chance enfin, ils vont pouvoir t'écouter ton épisode. Est-ce que tu veux leur dire Ouais. quelque chose à travers cet épisode? Merci et ben, je vous aime et on va tâcher de, de vous rendre fiers. Je Voilà. pense qu'ils sont déjà fiers. Ouais, mais d'être fier. Il faut être fier. Ok, là, on arrive à un tournant dans ta vie. D'après moi, c'est ta première année avec Evgenia, donc ta partenaire du moment. Tu as eu deux partenaires dans ta vie, Oui, hein, j'ai eu 2 partenaires. c'est ça. Euh, Est-ce que, à ce moment-là, à ce moment-là, tu as senti quelque chose de différent se passer? Oh, bah, en fait, quand j'ai repris après mon arrêt,
parce que quand je me suis arrêté avec mon ancienne partenaire, j'ai pris 6 mois, presque 8 je crois, où je me suis arrêté, j'ai fait autre chose et j'ai décidé de revenir et à partir du moment où j'ai décidé de revenir, je savais que je voulais accomplir ce que je n'avais pas accompli. Donc vraiment, ces 8 mois-là ont vraiment maturé dans ta tête. Ouais. Puis c'est vraiment à ce partir de ce moment-là que tu Ou t'es dit: ah «Je veux oui, aller au bah, judo». ces 8 mois-là, je m'arrêtais et j'ai pris conscience que ça me manquait, que j'avais pas fait ce que j'avais envie dans le patinage et donc après, ben, quand je suis revenu, alors bien sûr, j'ai eu la chance aussi de rencontrer Evgenia qui avait des objectifs similaires aux miens et on a tout de suite vraiment connecté dans le travail. Donc les objectifs, ils étaient clairs, l'ambition, elle était là et c'est sûr, on voulait aller au jeu. C'était un des caps à passer pour atteindre nos objectifs. Donc là, mon retour à la compétition, c'était différent. J'avais un but, c'était d'aller là. Mmh. Avant, j'aurais dit, on vivait la carrière qu'on avait avec mon ancienne partenaire, on avait des objectifs, et, mais là, avec Evgenia, on a eu nos objectifs et le but d'une carrière. Voilà. Et ouais, ce que je comprends, c'est que c'est vraiment à partir de ton retour, après ces 8 mois, que là, tu as tout donné parce que tu t'avais vraiment une vision claire. Ben, Avant était moins j'avais clair. pris de la maturité aussi. Tu quel âge? Là, j'avais au moins 19 ans. Donc là, j'avais pris de la maturité. Je savais aussi que si je revenais, c'était pas pour faire de la figuration. Je voulais pas perdre de temps. Mmh. Je voulais pas perdre de temps, pas de faire perdre d'argent. Je voulais construire quelque chose. Si je revenais, c'était pour pas regretter. Qu'est-ce que tu as senti de différent comparé à ta première partenaire? Alors, euh, je dirais ce qui est différent, c'est que on n'a pas travaillé de la même façon. Parce que ma première partenaire, on s'est construit, on a grandi ensemble, on était cousins, cousines, donc on se connaissait par cœur et on a évolué step by step ensemble. Evgenia, quand je l'ai rencontrée, elle avait déjà un meilleur niveau que moi. Donc il fallait que je m'adapte à son niveau de jeu. Et on avait déjà deux patinages qui étaient à maturité. Donc on perfectionnait, on n'apprenait plus. Mmh. Enfin, on apprend toujours, Oui, mais mais c'était pas le, c'est plus les bases. c'est plus les bases. Et donc c'est ça qui est différent. Le travail, il est différent. On va plus chercher dans le détail. On va pouvoir se permettre chorégraphiquement d'aller dans des choses qui sont un petit peu plus notre style. On va chercher notre style aussi. On va se chercher, bah moi j'aimerais travailler ça, mais est-ce que ça va fonctionner ou ça? Et voilà. Et après, tout ce qui m'a accompagné aussi avec Evgenia, c'est que j'ai dû aller en Russie, puis me retourner en France, puis aller à Montréal. Donc, ça m'a ouvert un petit peu les structures à l'étranger. Mmh. Et là, ben, c'est un autre univers. Ma question, c'est, est-ce qu'il y a une grande différence entre une athlète française et une athlète russe? Oui, elle parle pas la même langue. Ouais, merci. Ça, je le savais, mais en termes de forcément, l'éducation et la culture est vraiment différente. Est-ce que tu l'as ressenti que c'était différent? Ben, je me souviens qu'Evgenia, au début, elle était un peu... tout était très carré aussi. Euh, C'était très carré et on devait pas sortir des cases. C'était genre carré, carré. Très méthode russe, je pense. Et au final, ben, on s'est adouci, on a trouvé le juste milieu entre bah, le français, le russe. Et je dirais pas que les filles sont différentes. Je pense que les cultures, oui, sont différentes, mais on peut pas non plus se fier. J'ai eu que 2 expériences de partenaires, donc Oui, enfin, dans tous les cas, on le sait tous que
les patineurs, bah, les enfants russes qui patinent déjà petits, on sait tous qu'ils sont très formés très jeunes et puis qui patinent énormément comparé à les athlètes français. Donc ils ont déjà une avance énorme comparé aux Français, je te dirais. Est-ce que le fait d'aller t'entraîner dans d'autres clubs, de commencer internationalement à aller dans d'autres clubs, t'as vraiment vu que ton patinage avait changé, que là tu progressais vraiment, que c'était parce que c'est d'autres techniques, chacun a sa technique. Mais est-ce que si tu restes, moi, je considère que si tu restes tout le temps dans la même technique, il y a un moment, tu as fait ton chemin, tu sais, avec cette technique. Puis il faut aller voir autre chose pour s'améliorer. Est-ce que tu as vu une différence? Est-ce que tu as vu que aller ailleurs, ça t'aidait encore plus? Bah oui, c'est sûr, ça m'a aidé beaucoup plus. Après, quand j'ai été en Russie, c'est là où on a eu des très bons coachs en Russie qui nous ont poussés. Ils ont reformaté un peu mon patinage de base en me poussant dans la dynamique qu'avait Evgenia. Donc, on n'a pas toujours la même technique, mais pour patiner ensemble, il faut avoir un minimum la même technique. Et forcément, la technique russe est quand même réputée pour être très forte. Donc oui, Très oui, efficace. oui, oui, j'ai progressé et je suis le patineur que je suis aujourd'hui grâce aux bases que j'ai appris en France, mais aussi à la technique qu'on m'a appris en Russie. Pour patiner en couple, on dit souvent que bah, tu dois être quand même aussi bon que la personne avec qui tu patines, parce que s'il y a une trop grosse différence, c'est compliqué. Hem, mais je trouve que dans un couple, quand tu patines de haut niveau, que tu es dans une team, il faut que tu t'entendes bien avec la personne Ouais, c'est sûr. et il faut que tu patines bien aussi. Enfin, il faut qu'il y ait Ah un ouais, ensemble quand vous c'est patinez. sûr, c'est sûr. Est-ce que, il y a eu des barrières au début avec Evgenia? D'autant plus qu'elle parlait russe et pas forcément anglais. Puis toi aussi, peut-être que tu parlais moins anglais. Est-ce qu'il y a eu des difficultés au début qui ont été compliquées pour, tu sais, comme avoir un ensemble, de s'entendre ensemble Alors, dans le je, dans di- votre couple, tu je sais? dirais pas, je dirais pas qu'on a eu des problèmes d'entente entre nous, mais on a eu des problèmes de communication. Parce que oui, l'anglais c'est pas mon premier langage, le sien non plus. Euh, on essayait de toujours communiquer en anglais, mais la connexion, ça se travaille, la communication, ça se travaille. C'est des choses qui viennent pas directement. Et forcément, on n'avait pas forcément les mêmes cadres. Mmh. Donc il fallait aussi trouver un juste milieu sur bah, ça c'est peut-être too much, ça c'est peut-être pas assez, il faut doser. Et j'ose dire qu'on apprend encore, tu Oui, vois, forcément. même au jour d'aujourd'hui, je trouve que notre communication est vraiment devenue beaucoup plus fluide, mais il y a toujours des problèmes par moment, ben, on n'est pas OK sur ce principe-là, on ajuste et on a compris que de toute façon, il fallait discuter, parce que c'est toujours comme ça qu'on explique les choses, qu'on sort d'une embrouille, c'est la communication. Qu'est-ce que, quelles ont été les solutions à ces difficultés? Est-ce que vous avez demandé de l'aide à quelqu'un? Est-ce que vous avez un coach, je sais pas, de relations? Est-ce que quel a été ces, Non, qu'avez-vous fait? bah en fait, je crois qu'il y a un jour où on sentait que la communication, elle allait comme se rompre aussi à un moment donné, où peut-être que c'était compliqué entre nous et on se comprenait plus, tu vois. Et on s'est posé et on s'est dit, bon, il faut quand même qu'on arrive à s'entendre et qu'on arrive à évoluer ensemble. Donc on a posé les bases, on a dit, bah ça, moi, ça me va pas, ça me va, ça. Et en fait, on a construit et à partir de ce jour-là, on a décidé que il n'y a pas la vie d'un ou de l'autre qui est juste. Il y a juste deux ressentis qu'on doit travailler et qu'on doit améliorer. Et donc du coup, voilà, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, euh, on peut tous dire avec Evgenia, professionnellement parlant, on peut tous dire, et c'est ça qui fait notre force aussi, Ouais. c'est qu'il y a du respect et il y a surtout, voilà, si je sens que tu abuses un peu ou si toi tu sens qu'aujourd'hui, ben, j'aime pas trop la façon dont tu me parles, on va se le dire, on va dire, ben, voilà, je te sens un peu tendu,
Je le prends pas personnellement, mais Parle-en moi. fais attention quand même. OK. Je trouve que c'est juste faire en fait toujours un pas vers l'autre pour avancer. Pour que à l'entraînement, ça soit toujours constructif. Il faut jamais sortir d'un entraînement où on se dise, bon ben voilà, là j'ai perdu 2 heures de ma vie. Donc c'est Ouais. ça aussi. De toute façon, pour être un bon couple et à ces niveaux-là, bien patiner ensemble, c'est bien, mais la communication est quand même un atout aussi Ah parce mais que c'est s'il y sûr. a aucune communication, c'est impossible et surtout ça se voit. Ah mais c'est On a sûr. beau le cacher, C'est aux sûr. entraînements, ça se C'est voit, aux sûr. compétitions, ça se voit, juste même quand la personne fait le programme avec l'autre, ça se voit qu'il y a un bloc, tu vois? Non, c'est sûr. Donc donc c'est ça, c'est vraiment, apprendre à communiquer ensemble, même si on n'est pas forcément d'accord et même si on partage pas les mêmes opinions. Non, non, c'est sûr. Et bravo parce que c'est compliqué à faire ça. Mais après, on a énormément de chance. Je, je, je m'en rends compte aussi en parlant de ça. C'est que on est arrivé, on a fait un essai tous les deux et ça a clippé. Patinagement parlant, ça fonctionnait. Après, il a fallu travailler sur notre communication. Ok, chaque couple a besoin de travailler sur quelque chose. Nous, on nous a reproché pendant des années qu'il fallait qu'on ait plus de connexion dans notre patinage. Voilà, on le travaille, on communique, on essaye d'avancer, et c'est ça qui fait la force d'un couple. Je pense que de toute façon, le travail, il y en aura toujours. Mmh. Même 5 fois champion du monde, il faut continuer à travailler. Il y a quelque chose encore à travailler. Donc, c'est juste le process. Mmh. Toujours faire mieux que hier. C'est ça, le but, c'est ça. Sauf qu'il y aura toujours des jours où ça sera moins bien qu'hier. Ouais. On passe sur, les championnats d'Europe. Je ne sais plus exactement c'est quand l'année, mais c'était pendant le Covid, À donc Tallinn 2020 2022. 2022. Hem, est-ce que tu veux bien nous parler un peu, de ces championnats d'Europe? Bah, alors, ces championnats d'Europe, ils étaient très bons. On avait très bien patiné, on a fait 9e. Et c'est l'année olympique où bah, malheureusement on n'avait qu'un quota pour aller aux Jeux. Donc ben, on allait rester à la maison. Forcément, le meilleur couple part aux Oui, Jeux oui, bien olympiques. sûr, oui. À l'époque, Gabriela et Guillaume étaient champions du monde je ne sais combien de fois. Oui. Ils étaient sur une autre planète. Donc euh, on allait rester à la maison. Et je me souviens, c'était un peu frustrant parce que on, tu, com- tu fais des compétitions contre des gens que tu bats, qui vont aller au jeu, eux, mais toi, t'es meilleur qu'eux sur le résultat de l'Europe, par exemple, mais tu n'iras pas au jeu. Donc tu pourras pas vivre le rêve olympique. Donc c'était un peu frustrant, c'était un petit moment où c'était... Ah, bah il y avait le Covid, on s'entraînait avec pas grand monde, les arénas étaient vides, on a dû se préparer jusqu'au dernier moment pour aller au jeu. Est-ce que c'est les championnats d'Europe où il y avait personne dans les tribunes? Ouais, c'est ça. Ça, c'est dur. C'est ça. Mais après, l'histoire raconte que voilà, 2022, on était 9e au championnat d'Europe à Tallinn. Ouais. 4 ans après, on est vice-champion d'Europe à Tallinn l'année avant les Jeux. Ouais, on va revenir Donc en parler, mais c'est waouh! quand même l'histoire, elle est belle dans ce sens-là. Mais bon là, je respire pas la bonne humeur. Je vois tes yeux là, je suis comme: «Ouh, fallait pas lui parler à lui». Mais c'est ça, oui, c'est vrai, Tallinn. Tu allé une fois, c'était pas tu fait un bon job, mais c'est pas ce que tu voulais, donc tu t'es dit: «OK, je retourne une deuxième fois, puis là, je vais C'est ça. défoncer tout le monde». C'est ça. Tu pris ta revanche, c'est ça? Est-ce que, le fait de ne pas avoir été qualifié, si proche du but, hem, est-ce que tu as pensé à arrêter? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit, Non, de te dire, «Bah, là, non, non, non. bye bye tout le monde, j'en ai marre, je me casse»? Non, non, non. Non? Tu peux avoir une pensée ou deux en te disant, bah, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer dans ces conditions? Mais très vite, je savais quel était l'objectif et j'étais encore hyper jeune, donc
Oui, non, c'est sûr. La route continue et puis Tu vois, moi, si j'étais à ta place, comme si je ratais, si c'était si proche du but et que je ratais, j'aurais été comme... bah, oui, Hmm. mais si proche du but, oui et non. Mais j'aurais pas abandonné, mais tu sais, sur le moment, toute la soirée, peut-être que j'aurais été comme, c'est bon, c'est fini pour moi le patinage, j'arrête. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que on on n'était pas si proche du but dans le sens où il y avait qu'une place pour aller aux Jeux Olympiques. On le savait et on n'était pas proche de du top Mais du quand top vous êtes numéro. neuvième, vous avez des quotas. Oui, mais là, on est au championnat d'Europe. Les quotas, ils se Ah oui, décidaient au c'est au championnat championnat du du monde. monde d'avant. Ok. Et donc, c'est. En fait, on le savait. Mais tu sais, tu as toujours un petit. Ah, c'est Ouais, tu vrai, vois tout le monde se le préparer. rêve olympique, c'est quand même quelque chose qui est très gros. Dans une carrière, surtout dans le patinage, je pense que aller aux Jeux, c'est un petit peu le top compétition. Donc, Bah, c'est la plus grosse compétition qu'il y a. donc c'est un peu ça qui est. Je comprends. Je comprends parce que en ce moment, je vois tout le monde se préparer, tu sais, pour les Jeux Olympiques, les vidéos sur Instagram et tout ça. Puis même toi, tu pars au JO. Puis tu sais, dans ma tête, je suis comme, ça aurait été moi, tu sais, ça aurait été mon tour d'y aller. Et du coup, c'est un peu amer, tu sais, dans ma bouche. C'est comme, oh! Du coup, à chaque fois que je vois des vidéos sur le trick olympique, je les passe parce que je suis comme, ça m'énerve, j'ai que ça dans mon feed, ça m'énerve. Mais du coup, je comprends tout à fait ta réaction de au championnat du monde, championnat d'Europe, parce que, bah, en fait, c'est ça, quoi. C'est que tout Bon, le monde part pendant que toi, tu restes chez toi. après, il faut pas se formaliser sur cette photo. Je ne sais pas visiblement ce qu'on m'avait dit. Mais Heureusement qu'il y avait le masque pour cacher un je ne peu. sais pas, mais les yeux ont l'air de pas être très contents. Est-ce que ce moment, le fait que, tu sais, tout le monde part et que toi, tu restes à la maison, ça a renforcé quelque chose chez toi? Ma détermination. Mhm. D'aller encore plus loin. Ouais. Ok. On va passer à la prochaine photo, si j'arrive à la tourner. Voilà. Ton moment, ton arrivée à Montréal, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Déjà avec les anneaux olympiques, le gars était vraiment sûr que that's it, c'était son truc, là. Patrick, c'est là. Ouais, Il c'est voulait ça. aller au jeu. Il y avait rien d'autre que les anneaux, là, vraiment. Bah là, c'est la première année où on a commencé à travailler avec Montréal, à YAM. Et Alors moi je le sais, mais pourquoi Ayam? Juste pour les gens qui nous à regardent. YAM, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Non, 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 pourquoi t'as décidé de venir à Montréal s'entraîner Ah, dans le club Ayam? parce que, alors, plusieurs choses déjà. Pourquoi? Bah, parce que déjà, c'est le plus grand centre mondial pour la danse sur glace. Oui. C'est là où il y a le top team. Et on avait monté une chorégraphie avec Guillaume cette année-là, Guillaume Cizeron. Mhm. Euh, et donc on a décidé que voilà, pour continuer à travailler dans la direction qu'il avait monté le programme et commencer à travailler avec un peu un autre groupe parce qu'on pouvait plus trop aller en Russie Mhm. avec la guerre, avec le Covid, ça a été très compliqué tout ça. Donc on a décidé de commencer à faire des stages à Montréal. Et 4 ans plus tard, on est encore là. Donc on a trouvé un petit peu notre deuxième maison. Et le travail se fait. C'est vrai que je me souviens de cette photo parce que c'était l'été, le premier été où on y a été. Et voilà, je tombe sur ça et je me suis dit, bah voilà, C'était en 2022. C'était juste avant mon accident. bah voilà, Ouais, c'est ça. C'est... Parce que moi j'étais arrivée en avril 2022 Mhm. chez Ayam Mhm. et toi t'étais arrivé vers l'été. Bah voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. Ah, Voilà. les anneaux étaient déjà très présents dans ta vie. Bah ouais. Ça va faire 4 ans et Je c'était l'ai là, là. toujours je l'ai toujours dans mon téléphone cette photo. Waouh. Magnifique. J'adore. L'objectif était clairement clair. Il y avait pas de doute. On passe à cette photo. C'est Skate Canada, un Grand Prix, c'est ça? Non, alors ça, non, c'est l'automne classique qui était une internationale au Ah oui, oui, Canada. oui. L'été, souvent. Euh,
Bah, c'est notre deuxième saison chez IAM. OK. Et donc, cette année-là, voilà, on commençait à aller dans les podiums. Là, on commençait à vraiment marquer dans les podiums cette année-là. Un autre niveau, là. Ouais, ouais, là, c'est là où on a commencé vraiment à sortir. Ouais, À sortir du lot parce que on rappelle le championnat du monde, on est quand même une je pense qu'on est quand même une trentaine, puis il y a les 20 meilleurs qui restent pour le programme long. ouais. Puis je te dirais du 20 jusqu'au peut-être 9e, 10e, c'est vraiment un gros. On est vraiment tous très proches au niveau des résultats, hein. Ouais, C'est c'est ça, vraiment. ouais, ouais. À partir quand tu commences à être 8e, là, c'est là où tu commences à, d'après moi, à te démarquer. Oui, après, ça dépend des saisons. Là, oui, ça. Maintenant, on rentre ces périodes-là, maintenant. Euh, Je pense que c'est la même photo, mais cette photo est géniale. J'adore ton sourire. Oui, bah, je me souviens une petite anecdote de cette photo parce que c'était les premières fois où on commençait à faire des photos avec les drapeaux. Ok. Et on avait mis le drapeau à l'envers. Oh, Donc on avait dû refaire les photos. cette photo est géniale. C'est les aléas des débuts, on fait des erreurs. On en fait tous. Tu disais, tu te rappelles plus. Non, je disais que c'est là où on commençait, oui, à marquer des points. Puis j'imagine que c'est quand même quelque chose. Ça prend une autre tournure. C'est comme quand tu commences à gagner des médailles, là, tu vois vraiment je sais pas si on pourrait dire ça, mais le retour sur l'investissement. Un peu comme après tous ces sacrifices, ces années d'entraînement que tu as fait, de gagner une médaille, d'avoir une médaille entre tes mains, ça te rend vraiment fier. Puis ça voit que tout le travail que tu as fait, c'était pas pour rien en fait. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est beaucoup de fierté. Donc ça, c'était l'une des premières médailles vraiment, ou il y en avait eu avant? Je crois que l'année d'avant, on avait fait notre première médaille en Grand Prix. Ok, c'est quoi le Grand Prix? Le Grand Prix de France à Angers. Oui, ok. Et donc, après ce Grand Prix-là, on a commencé à de plus en plus se rapprocher des tops. Et c'est là où, oui, cette année-là, notre programme long, c'était sur Rachmaninov. Et c'est là, oui, où on a vraiment commencé à émerger. C'est ça que je voulais parler. Vos programmes sont vraiment. C'est pas une musique. Prendre une musique parce qu'on l'aime ou parce qu'elle est trendy, c'est vraiment. Il y a vraiment quelque chose derrière. Il y a une recherche. C'est pas juste. Je trouve que vos programmes sont toujours très intéressants. Il y a vraiment comme. On va dire un mastermind derrière, comme Alors, on essaie une toujours histoire. d'avoir une. Je pense qu'on est un couple atypique. Je pense par Evgenia qui a les cheveux courts, qui sont rouges. On va toujours chercher un petit peu dans ce côté atypique. Et je pense que ça se ressent dans nos programmes. Et je pense que nos chorégraphes à Montréal, nos coachs ont compris que si on veut pouvoir se démarquer, il faudra aller chercher dans notre particularité. Donc, c'est plaisant ce que tu me dis, qu'on reconnaît nos programmes et qu'il y a toujours une identité parce que c'est le but. Oui, puis ben moi pour ma part, puis je sais que sur les réseaux, on est tous en train d'attendre vos programmes. Que c'est quoi les programmes de Joe et Evgenia parce que ça va être encore incroyable puis ça va être mieux que l'année dernière à chaque fois. Je sais à chaque fois que je regarde les commentaires, sérieusement, c'est tout le temps ça. Mais vous avez vraiment deux personnalités qui chacun amène une graine, mais que quand vous êtes ensemble, ça fait comme une explosion d'émotions en même temps. C'est pas toujours simple au début de la saison, en fait, ces programmes-là, parce que vu qu'on cherche à faire la différence, au début de la saison, c'est jamais vraiment très clair. Je prends par exemple l'exemple de cette année. Notre programme, c'est Björk. Et beaucoup de gens, au début de la saison, ont douté de ce programme-là. Sauf que nous, on avait l'idée. On avait le mindset. On sait où on veut aller avec ce programme. Et c'est toujours compliqué de le réaliser au début de la saison. Et là, seulement, au championnat d'Europe, on a commencé à vraiment montrer le Björk, Mhm. comment on veut
on veut que les gens le ressentent. J'espère qu'au jeu, il sera incroyable et au monde encore mieux. Donc, parce qu'il y a une vraie histoire, il y a un vrai projet derrière ce programme-là. Et ne me demande pas c'est quoi l'histoire. Parce que J'allais te demander justement. bientôt, vous aurez un petit post avec cette histoire-là. Et franchement, cette histoire, elle est belle parce que ça va parler à beaucoup de gens. Mais là, tu nous en donnes trop pour Ouais, bah, il faudra nous en dire me plus. checker. Il faudra me checker. On va checker. C'est sûr qu'il faut remettre les choses un peu dans l'ordre. On arrête notre saison en mars. On a un peu de temps pour se reposer. Alors que des fois, il y en a qui ont comme la tournée de France que tu fais, puis il y a des galas et tout ça. Donc quand tu reviens, quasiment, il faut que tu reprennes, trouver des musiques, commencer à monter les programmes, avoir l'idée et tout ça. Puis on le rappelle, on n'a pas 2-3 ans pour s'entraîner sur un programme. On a comme 3-4 mois, même pas 2 mois, 3 mois, pour être au top de son programme, pour commencer la saison fin août, début septembre, parce qu'on a les premières compétitions. Puis après ça enchaîne les compétitions. C'est ça. Donc il faut vraiment que les gens se comprennent ça, c'est que on a 2 mois pour vraiment interpréter le programme, l'idée de ton programme pour être prêt en compétition. Donc forcément, au début de l'année, là, les programmes sont pas au top, mais on peut voir au fur et à mesure que c'est ça. On arrive au championnat d'Europe, on voit l'idée. Après, il y a les championnats du monde, et là, on voit complètement qu'est-ce que tu veux, tu sais, Ouais, donner. c'est sûr, c'est sûr. Puis après, quand tu as enfin interprété ton programme comme tu le veux, bah là, il faut que tu recommences du début pour un autre programme pour la saison d'après. C'est ça. Après, il y a des programmes qui sont plus faciles que d'autres à interpréter et à imaginer. Il y en a où c'est plus subtil, chorégraphiquement c'est plus dur, techniquement c'est plus dur. Donc il faut réussir à tout faire emboîter pour sortir le programme le jour J. Et c'est pas toujours, ça fonctionne pas toujours malheureusement comme on le veut, mais voilà. Bah, c'est surtout que ce que je comprends là, c'est que vous allez pas dans le facile avec Evgenia. Vous allez C'est vraiment pas- dans c'est- quelque chose de recherché, plus développé et quelque chose. Je dirais pas plus développé, mais en fait on veut que notre personnalité se ressente dans chaque programme. Ouais. Et donc Et c'est ça qui fait la force de votre couple. C'est pour ça que les gens vous aiment. eh ben, tant mieux, parce que nous aussi, on aime performer notre style et faire plaisir à l'audience. Ouais. Non, c'est vraiment chaque fois nouveau programme. Moi, je le sais en avant-première, mais c'est vraiment très recherché. Puis d'ailleurs, on va parler de cette fameuse exhibition Exhibition. qui a fait fureur sur les réseaux sociaux, qui venait même pas de toi, c'était quelqu'un d'autre qui a posté, puis ça a fait fureur. Euh, incroyable, incroyable. Je pense que c'est l'une des meilleures exhibitions que vous avez eues. Même s'il y en a même si cette année elle est quand même aussi très bien, mais c'est l'une des premières qui s'est vraiment démarquée du lot. Oui, bah alors, cette exhibition, elle a beaucoup fait parler parce que au championnat d'Europe à Kaunas, Mhm. en Lituanie, après le show, je pense que il y avait un très très bon mixeur de vidéos sur place. Il y avait un super jeu de lumière. Et je pense que quand on est passé à la télé, ça tout a clippé. La musique, le son, les lumières. Et ça a fait qu'en fait, bah oui, c'est devenu iconique. Ouais, c'est Sur les réseaux, ça a fait peut-être je sais plus combien de millions de vues. Non, c'était vraiment beaucoup. Et donc oui, cette exhibition est devenue un peu iconique. Mais c'est surtout que c'est très rare que tu vois d'autres patineurs faire des exhibitions, tu sais, vraiment, comme je pourrais dire, décalées. Tu vois pas Ah bah beaucoup nous, de nous, personnes. on met un point d'honneur à quand on vient voir un gala, on veut pas s'ennuyer. Ouais. Donc on fera toujours des exhibitions pour pas s'ennuyer. Non, je me rappelle, la musique est incroyable, puis tu sais, ça donne envie de danser Mais avec vous. parce que la musique, c'est Satisfaction et tout le monde connaît cette musique. Ouais. Je pense que tout le monde sur cette planète connaît à peu près cette musique. Et donc la vibe, elle est décalée et on est décalé sur cette musique. Donc c'est Ouais. fun, c'est fun. Ouais. Non, quelle est, d'après toi, ta meilleure exhibition? Euh,
Bah, j'aime toutes un peu les exhibitions qu'on a fait parce que la première qu'on a fait, c'était des petits vieux Oui, avec qui la pipe, là. la pipe et après on, on commençait, on était tout cabossé, tu sais, un petit peu vieux. Et après, ça partait dans une musique complètement moderne. Là, celle-là, Satisfaction, bah, elle parlait un peu du Covid. Et après, un petit peu la libération du Covid, où on est tous retournés dans les boîtes, reprofiter de la vie parce qu'on avait été enfermés pendant 4 mois. Et ouais, cette année, elle est drôle aussi. Cette année, elle est hyper drôle. On espère la performer au jeu. Vraiment, ça serait tellement le rêve. Mais bah, ça, après, c'est... Est-ce que tu peux nous remettre en contexte de celle de cette année? Cette année, en fait, c'est une danseuse étoile qui rentre et qu'on a un petit peu marre de son rôle de danseuse étoile. Donc elle en a un peu marre. Et j'ai le rôle du maître d'orchestre et je vois qu'elle fait n'importe quoi, donc je vais lui montrer qu'il faut qu'elle continue à bien faire tout. Et au final, on part dans une musique complètement décalée, gaga. Euh, et voilà, c'est encore une fois hyper décalé. C'est Mais surprenant, c'est bien de les raconter costumes sont ça parce drôles. que au final, tu sais, comme t'as ta propre version de l'histoire, puis les autres ont leur propre version de l'histoire, puis tu sais, on sait pas quelle histoire c'est, et puis t'en parles pas forcément Bah sur non, les non, non, réseaux. non, c'est sûr. Comme là, tu me dis par rapport à, tu sais, bah là, je savais que c'était le Covid, mais que après, en fait, c'est le retour aux boîtes de nuit et tout ça. J'y ai jamais pensé, tu sais, C'est un peu vraiment. ça, c'est un peu, on se lâche complètement. Ouais. Après, Non, c'est vraiment c'est vraiment cool et une on très essaye très. d'avoir toujours un petit concept en fait, ou quand on crée l'exhibition, de se dire bon bah voilà, un petit concept simple qui parle et puis voilà. Est-ce que tu dirais que les exhibitions, c'est vraiment parce que tu sais, il y a pas d'éléments techniques, il y a pas de juge qui regarde, donc c'est vraiment que tu retrouves ce côté-là quand t'étais enfant et que c'est vraiment pur plaisir. Ah ben, je vais casser le mythe, mais avant les exhibitions de montée, je suis toujours hyper stressé. Ah oui? Ouais, ouais. Avant de monter sur la glace pour faire le numéro de show, je suis toujours hyper stressé. Plus stressé qu'une compétition? Plus, peut-être pas, mais toujours un peu stressé parce que justement, j'ai envie que les gens aient du fun et j'ai pas envie que ça soit tourné au ridicule non plus. OK. Il faut que ça soit cool, Ouais. que ça soit fun, mais pas ridicule. Et donc, des fois, j'ai un peu peur. Voilà, c'est juste un petit stress qui arrive. Après, je prends du fun, ça c'est sûr, mais Oui. voilà, des OK. fois, Moi, je pensais pas moi, pour moi, les exhibitions, quand je faisais ça, j'étais comme: «Tranquille, on voilà, va s'échauffer un tout petit peu, puis ça va aller parfaitement, whatever». Moi, je pensais pas, voilà. ah ouais, c'est fou. OK, prochaine photo. Championnat du monde, de Montréal, Ouais. 2024. Ouais. Peux-tu m'expliquer cette photo? La première fois où on passe les 200 points, Waouh, donc 80 points en short. Euh, j'adore la tête d'Evgenia qui est comme on est tous hyper contents parce que je me souviens que cette préparation au championnat du monde, on avait tellement travaillé, Mmh. tellement dur, dur, dur. Et là, on parle aussi d'un programme qui, un des premiers programmes qui a commencé à nous lancer aussi. OK. Parce que Mylène Farmer, c'était les années 80. On, on a décidé de faire comme dans le vidéoclip de Mylène Farmer. Et donc, c'était un peu décalé. Et vraiment, on a essayé de pousser ça au maximum. Et donc, voilà, championnat du monde, des season best. On était Vraiment contents. encore un tournant dans ta carrière, Bah, et c'est la première fois où on fait un top 10 mondial. On finit 8e. Donc oui, c'est plein de choses positives. Ouais, je me rappelle, j'étais là. On s'entraînait ensemble à la salle d'ailleurs, Ouais, ouais, avant de. c'était Je me rappelle, on mangeait, puis chez moi après on regardait Docteur. C'était euh, Docteur House. ouais, Dr House, ouais. Puis oui, je me rappelle complètement. On Ah. avait travaillé fort pour ces Bah, championnats. c'est surtout que c'était à Montréal. C'était où il y avait notre club. Non, Enfin, non, ouais, ouais, Montréal ouais, ouais, ouais. IM. Donc c'était vraiment des gros championnats du monde pour nous là. C'était à la maison. Non, c'est ça. Alors là, mesdames et messieurs, je veux
que vous portez votre attention sur cette photo. Cette photo incroyable, n'est-ce pas? Mais regardez-moi ça, mesdames, le fantasme de toute fille, sérieusement. Moi, je regarde ça, j'ai l'impression de lire mes livres que je lis chaque jour. C'était quoi? Ça, c'était une exhibition? Ah, mais c'était Satisfaction. Oui, oui. Mais c'est où? Je pense que c'est la tournée de l'équipe de France. Et ça, c'était après 2024. Après que tout ça. Ça c'était après Montréal, ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire exactement c'est quoi la tournée de la France? Alors la tournée de l'équipe de France, c'est l'équipe de France senior qui va faire la tournée de quelques villes pour faire un gala. On fait nos exhibitions, il y a des fois des numéros de groupe, on, on performe. C'est pour montrer la Team France. C'est ça, aussi on peut échanger aussi avec le public. Et donc voilà, cette photo fait partie de cette tournée-là. Cette photo, non mais cette photo est incroyable. Pourquoi tu l'as jamais postée? Je sais pas. Avec les ombres et tout ça, je trouve cette photo incroyable. Eh ben, voilà, je prends note de ça. Ouais, moi, je pense qu'on devrait la poster sur ton compte Instagram. Ok, mesdames et messieurs, la photo, je pense de sûrement aujourd'hui un de tes plus beaux succès de ta carrière, si je me trompe pas. Championnat d'Europe, deuxième, hyper inattendu, j'imagine. Oui, on allait chercher un podium. Donc, et le niveau est intense en danse, surtout en Europe. Donc, puis rappelle-toi que tu avais dit quand tu t'as chauffé, et si on prenait le bus pour rentrer à l'hôtel? Oui, c'est ça. C'est à cette compète-là. Mais oui, on fait vice-champion d'Europe. Et bah oui, c'est un des plus beaux succès de ma carrière. Ça, c'était l'année dernière. Ouais, c'est ça. Et cette médaille, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Oh, beaucoup de réussite et un petit peu une... Bon, voilà, maintenant, il faut rentrer dans la cour des grands. Et la cour des grands, c'est comme ça. Il faut faire des médailles, il faut performer à toutes les compétitions et les places sont chères. Donc voilà, c'est un peu ça qu'elle représente, cette médaille. Est-ce que tu dirais que ça représente tous les sacrifices et le travail que tu as fait? Forcément que ça fait partie des sacrifices et du travail qu'on a fait, mais il y en a plein qui font des sacrifices et qui travaillent aussi dur que nous. Et ils font pas forcément de médailles. C'est de la fierté et je pense qu'il faut vivre les médailles comme ça. Chaque médaille est un succès et une réussite. Donc il faut la prendre. Voilà. C'est fou parce que très, très professionnel dans ton raisonnement. Puis j'y avais jamais pensé comme ça. Moi, j'ai eu une médaille, tu sais, au Grand Prix de Courchevel. Puis moi, j'y ai vu un peu, tu sais, en mode narcissique, égocentrique, tu sais, moi. Mais c'est vrai que maintenant que tu m'en parles, qu'il y en a qui font tout autant de travail et qui gagnent pas forcément de médaille, tu peux pas... C'est vrai, t'as raison. Tu viens de me... Non, mais me remettre en question. Il faut se dire et se rendre compte à quel point on est chanceux parce que oui, c'est énormément de travail, c'est beaucoup de sacrifices. Mais notre carrière, ça fait sur les 4 dernières années, on a fait 7 médailles en Grand Prix. On a fait 3 fois champion de France, élite. On est rentré 4 ans dans le top 5 européen. C'est 2 fois dans le top 8 mondial. Enfin, c'est incroyable. Il faut se dire que oui, on accumule et qu'il n'y a pas tout le monde qui a cette chance-là. On a des couples qui, justement, j'en parlais tout à l'heure, qui étaient devant nous à la dernière Olympiade. Enfin, qui ont pu aller à la dernière Olympiade et pas nous, mais qui étaient derrière nous. Ils n'ont pas tous ces résultats-là et je suis sûr qu'ils travaillent aussi dur que nous. Donc, voilà, c'est un aboutissement de tout le travail, oui. Mais aussi, c'est une immense chance et il faut profiter de ces moments-là. Tout à fait d'accord. On va passer à la prochaine photo. Art on Ice. Ta première fois à Art on Ice. Je pense que de tout athlète, c'est quand même
un peu un rêve ou quelque chose que tu veux faire dans ta carrière? Parce Ah ouais. que c'est quand même un grand show. Ah oui, On peut voir que les gradins vont très, très, très loin. ce show, il est incroyable, il est super bien organisé. Euh, D'ailleurs, on- tu y retournes cette ouais, année. cette année, on a la chance d'y retourner. C'est sold out tous les soirs. Enfin, les dates, elles sont, ouais, les athlètes sont hyper bien traités dans le show, dans le à côté, l'hôtel. Tout est organisé pour qu'on performe dans le show. Et c'est vraiment un des plus grands shows de patinage du monde, ouais. D'après moi, tu as été invité quand justement c'est devenu hyper populaire Satisfaction, c'est ça? Ou c'était avant? Oui, et juste après la médaille qu'on a fait à l'Europe. Ok. Enfin, après la saison dernière où on a quand même gagné un grand prix aussi. Donc, on commençait à bien parler de nous et ils nous ont invités. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais aimé faire avant qu'on t'invite? Bah, j'ai toujours rêvé d'aller à Arton Ice. Ok. Mais bah, le fait qu'ils nous proposent, c'est encore mieux. Ça veut dire qu'ils ont vu ce qu'on pouvait donner. Et donc, oui, forcément, c'est hyper enrichissant. Comment t'as Et vécu cette expérience de Art on Ice? bah, profiter de chaque instant. Vraiment, Ouais. c'était hyper cool. On avait la chance de pouvoir patiner avec un artiste suisse, Ok. Stress, il s'appelle. Et vraiment, c'est de la musique live. C'est c'est une façon différente de performer. Oui, parce que c'est pas de la compétition, il y a personne qui est là pour juger, c'est vraiment juste Bah, de la il faut que performance. ça soit esthétique, il C'est faut ça. que le public il soit avec nous et voilà. Il y a beaucoup de personnes qui disent que pour un athlète de haut niveau, d'aller dans les shows, c'est dégradant. Ça abîme l'image d'un sportif de haut niveau. Est-ce que toi, Bah, je suis pas du tout t'en penses quoi d'accord parce que par ça? par exemple Arton Ice, c'est vraiment mettre en valeur les athlètes et leurs capacités et leurs compétences aussi. Donc non non, c'est pas du tout dégradant et il faut arrêter de stigmatiser ça c'est mieux, ça c'est moins bien. Chaque athlète décide comme il veut faire, comment il va le faire et avec qui il va le faire. Merci Geoffrey de le dire. Non non mais C'est important de le dire. C'est important parce que, tu sais, aujourd'hui, les athlètes de niveau ont beaucoup de fans qui les suivent et, et des fois, les fans peut-être prennent un peu trop de place. ah bah oui, non, non, mais il y a des fans qui se permettent tout et n'importe quoi. Ça va de la critique du costume à la critique de avec qui tu partages ta vie ou enfin de voilà. Enfin, tout le monde a des hauts, tout le monde a des bas. Les athlètes de haut niveau, ils ont leur vie, c'est des êtres humains. Ouais. Ils ont leur succès, leurs failles aussi. Donc tous les bien-pensants qui restent à penser seuls dans leur tête, hein. En tant que performeur, est-ce que tu as toujours eu cette peur de décevoir les spectateurs, les fans? Alors, toujours un petit peu à la première compétition de la saison, quand on présente les programmes, bah, nous, on a travaillé sur un concept, bien sûr, derrière. Mais est-ce que le concept va plaire? Est-ce qu'il va marcher? C'est toujours un peu ça. Mhm. Après, peur de décevoir, oui. Ben, est-ce que c'est les fans? Non. Est-ce que c'est les juges? Non. C'est plus me décevoir moi de ne pas avoir réussi à faire ce que j'avais envie, je pense. C'est Ok, plus ce côté où moi, j'ai pas envie d'être déçu de ce que je fais. Donc voilà. ok. Encore ces fameux anneaux olympiques. Je ne sais absolument pas c'est où cette photo. Au Japon. Au Japon, c'était quand? Notre première année de Grand Prix en Ok. senior. Je n'ai plus la date, mais je me souviens, on est tombé sur ça. On était à Sapporo et on est tombé sur ça et on a dit bah écoute, on va faire une photo. Et puis voilà, on a fait une photo et on fera bientôt la même. Ah bah oui, j'espère. Voilà, On veut le remake de cette photo. un peu mieux recadré, mais on pourra refaire la même. Un peu mieux, ouais. Un peu mieux recadré, ouais. Mais
Oui, on veut exactement la même photo. Exactement la même. Bon, that's it. Moi, je veux savoir qui est cette personne. Elle passe vraiment partout en ce moment sur les réseaux. Qui est ce personnage? C'est Shokto Superstar. Oh, attends, mais il a ta médaille autour du cou, là, non? Ouais. C'est une peluche qu'on a eue en Chine cette année. Ok. Et bah, Premier Grand Prix? de cette saison, oui. Ouais. Et donc, j'ai décidé que il aurait toutes les médailles que je ferai. C'est lui Oh. qui les portera. Il y en a beaucoup, là, je pense. Il en a déjà 4 ou 5 autour du cou. Ça doit faire lourd. Ben, son pauvre petit cou, oui. Et J'espère que tu lui payes des séances de kiné. il va vivre sa première période olympique. Il vient avec toi? Oui. Incroyable. Donc voilà, c'est un petit support et en plus, il porte chance. Donc, C'est ça. Quelle est sa fonction exactement? il apporte du soutien à moi et aux athlètes avec qui je travaille. C'est vraiment, comment on pourrait dire, Un porte-bonheur. un porte-bonheur pour montrer que aux athlètes avec qui tu travailles que tout est possible, right? C'est ça. Puis il a son compte TikTok, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, il est super famous, hein? C'est Shokto Superstar, allez le voir. Incroyable. Et il est fame. Il est fame. Avec des beaux yeux bleus, verts, je sais pas. Ouais, il a des yeux pailletés. Et il est gros quand même, hein? Enfin, il est gros, il est... C'est un beau, ouais, Un beau beau, panda. un beau panda. Ok, on vient sur la fin. Geoffrey Brissot qualifié pour les JO 2026 à Milano Cortina. Quand t'as su que t'étais qualifié, c'était au mois de décembre exactement, que c'était vrai. D'ailleurs, il a mis une semaine avant de me le dire. Merci Geoffrey. Qu'est-ce que t'as ressenti quand ça a été confirmé? Eh ben, on avait la discussion hier avec ma partenaire. On se rend pas compte encore que lundi on part au jeu. C'est bien sûr que je me rends compte que je vais avoir la chance d'aller participer aux Jeux Olympiques, mais on se rend pas compte tant qu'on n'y est pas, je pense. Et l'expérience qu'on va vivre, on a travaillé toute une carrière pour ça. Donc voilà, c'est Ça fait quoi de te voir avec ce beau uniforme écoute, ça fait plaisir et en même temps, je me dis qu'il va falloir faire des photos. qu'il va falloir faire des photos, immortaliser ce moment. C'est incroyable. Vraiment, c'est le résultat d'une carrière. Clairement, là, quand je vois comme ça, je me dis, waouh, c'est pourquoi t'as travaillé toute ta vie. Mm. Et C'est ça. ça va se réaliser C'est ça, le petit très garçon qui a prochainement. dit qu'il irait au jeu, bah, il avait pas, il s'était pas trompé. C'est ça. Non, c'est vraiment incroyable. Et j'espère que tu vas avoir vraiment une belle expérience là-bas aux Jeux Olympiques. On va tout faire Et pour. forcément que en 2030, tu iras aux Jeux Olympiques en France et que tu vas gagner une médaille. Parce que là, si tu reviens pas avec une médaille, t'es plus mon meilleur ami. Bah, on n'en Mais- est pas encore là, mais Mais moi, le seul mot d'encouragement que je vais te donner, c'est tu sais ce que tu dois faire, tu sais faire. Tu as travaillé toute ta vie pour faire ça, donc juste amuse-toi. ah ouais, Amuse-toi, c'est ton sport, tu aimes patiner, tu aimes performer. Donne juste du spectacle c'est ça. et vraiment, te mets pas la pression. Pense pas à la technique, il est déjà trop tard pour penser à la technique. Ça, c'est sûr. Tu l'as déjà travaillé depuis un bon bout de temps. Juste, la musique commence et enjoy jusqu'à la fin parce que c'est une expérience que très peu de personnes peuvent avoir. Et vis-la à fond pour tous ceux qui n'ont pas pu le faire. Vraiment. Bah, je vais partir à Milan avec ça. Ouais. Et s'il te plaît, prends des photos pour moi. J'ai besoin de... J'ai besoin des photos. Et ramène-moi un petit cadeau aussi. Des Jeux Olympiques. Beaucoup de choses que tu vas Wow. faire. La liste va être longue. Si tu devais résumer ton parcours en
en une phrase, ça serait laquelle? J'aime bien cette phrase qui est un hyper bateau, mais c'est euh, c'est pas important le nombre de fois que tu tombes. Ce qui est important, c'est le nombre de fois que tu te relèves. Waouh. Et je trouve cette phrase assez importante parce que ça soit dans une carrière sportive ou émotionnellement ou dans le relationnel, c'est euh, personne ne vit une situation comme toi tu la vis. Donc si toi tu la ressens comme ça, c'est que toi tu la ressens comme ça. C'est ton expérience, c'est ta vie, c'est tes traumas, personne n'a eu ta vie, donc construis chaque jour un petit peu la pierre à ton édifice. Tu fais de ton mieux, tu restes un être humain, tu fais des erreurs, tu fais pas toujours les bons choix. Mais si tu essayes toujours de devenir meilleur, voilà, tu seras Ouais. toujours au moins dans tes valeurs et même les meilleures personnes ne font pas toujours les bons choix, ne réussissent pas toujours ce qu'elles entreprennent. Mais, comme je dis, quelqu'un qui rebondit tout le temps, qui se relève, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui réussira dans quelque chose. Je pense que c'est important de le dire, puis t'es pas obligé de rentrer dans les détails tout de suite. Enfin, t'es pas obligé de rentrer dans les détails, mais tu sais, les personnes disent souvent, t'es chanceux d'être là où tu es aujourd'hui ou t'es chanceux de participer aux Jeux Olympiques. Je veux déconstruire un peu ce stéréotype, ce mythe. Est-ce que tu t'es relevé beaucoup? Ouais, je me suis relevé 10 000 fois. Mais, tu vois, je veux déconstruire, mais construire ce stéréotype aussi. Oui, je suis énormément chanceux d'aller aux Jeux Olympiques. Non, 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 non. Alors ça, c'est vraiment un truc que Ben, tu n'es si, pas chanceux. si, parce que Non, 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 en tu n'es fait, pas chanceux. Tu as travaillé, tu as sué, tu t'es oui, levé tous les matins pour aller non, mais ici. dans ce que je veux dire, c'est que oui, ça enlève pas que je me suis relevé, que je suis tombé, que je me suis remis en question, que j'ai continué à travailler dur. Mais, mis bout à bout, ce que je veux dire, c'est que oui, j'aurais de la chance d'aller à Milan. J'ai de la chance de pouvoir participer à ces jeux-là, même si ça a été des heures d'entraînement, des heures de travail. Mais dans une carrière, il y a toujours aussi ce côté où, à un moment donné, tu es chanceux d'obtenir et d'avoir pu performer le jour J. Tu vois, c'est un combiné de tout. Il n'y a pas de hasard dans la vie, mais il y a des opportunités, il y a des chances, il y a des jours où tu es dedans, c'est un milliard de trucs, tu vois. Mais j'appellerais vraiment pas ça de la chance. Parce que les gens, quand ils parlent de chance, quand ils disent t'es chanceux d'aller aux Jeux Olympiques, ils pensent que ça t'est été apporté sur un plateau d'argent tout fait. Et c'est pas vrai. T'es, t'es- c'est pas de la chance, t'es pas chanceux d'aller aux Olympiques. T'as travaillé pour, t'as sué, Je suis t'as fait d'accord. des sacrifices pour être où tu es aujourd'hui. Et même s'il y a des gens qui ont travaillé, qui ont sué et qui ont fait les sacrifices et qui, par exemple comme moi, ne vont pas aux Jeux Olympiques, c'est pas une question de chance. C'est une question que moi, mon chemin a dû être séparé de ce que je voulais parce que la vie en a décidé autrement. Oui, Mais c'est pas une question de chance. Vraiment pas. oui, mais après tu peux voir aussi la. Non, je suis d'accord avec toi. C'est non, c'est sûr que rien ne t'est servi sur un plateau d'argent. Cette saison, elle a été intense, on a dû se battre. Il y a eu beaucoup de remises en question. Euh, voilà, une saison olympique, c'est toujours une saison aussi particulière. Parce que tu vois, ça sera mes premiers jeux, mais j'ai déjà vécu 2 saisons olympiques. Donc je sais que c'est vraiment une saison particulière. Mais il faut aussi voir la vie en mode, ben, si la première fois, t'as pas été au jeu, c'est peut-être qu'il y avait une raison. Et cette fois, tu vas avoir la chance d'y aller. Donc, c'est une opportunité.
Et une opportunité, c'est une chance de pouvoir montrer ce que tu vaux. Voilà, c'est tout. Je dis pas que c'est chanceux dans le sens où, oui, j'ai gratté un ticket et hop, oh, vous allez aux Jeux Olympiques cette année. Non, c'est sûr que c'est pas ça qui s'est passé, mais Je comprends. il y a, il y a- il y a l'humain qui doit se rendre compte que, voilà, au jour d'aujourd'hui, il va partir au jeu, mais il n'oubliera pas tout ce qui s'est passé dans sa vie. Et il part au jeu avec cette valise-là. Et il va se servir de cette valise pour aussi montrer De qu'est-ce que tu es capable. voilà, de ce qu'il est capable. C'est tout. Beaucoup de personnes vont regarder cet épisode aujourd'hui en pensant que sûrement son rêve est trop grand. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à cette personne? Ben, ton rêve, il est grand, mais si tu te donnes les moyens de vouloir le réaliser, si, si tu te bats chaque jour et que tu lâches pas, il pourra se réaliser. Et ça sera pas simple. Et des fois, ça sera tellement simple aussi. Ça sera hyper facile de faire quelque chose et de réussir. Mais les grands rêves, ils ont des grands sacrifices et des grandes obligations. Voilà, Puis il faut décortiquer étape par étape. c'est ça. Un C'est ça. pas après l'autre. Jamais abandonner. Parce que si tu lâches, tu auras toujours le regret de est-ce que je l'aurais fait? Alors que si tu le fais. Moi j'ai une question. Oula, elle a une question. Est-ce que tu penses que j'ai abandonné? Non, moi je pense que tu as pris soin de toi et que ça t'a malheureusement mis dans la direction où tu pouvais plus continuer ton rêve olympique. J'ai pas du tout l'impression que tu as abandonné parce que tu as fait un milliard de trucs depuis. Ouais. Mais non, Je fais mais t'as toujours fait... un milliard de Mais trucs. oui, t'as fait plein de choses, tu t'es construit une entreprise, à un moment donné, tu t'es retrouvé avec les valeurs que tu avais toi et les valeurs que le sport t'obligeait à avoir qui n'étaient plus en accord avec toi-même. Et là, malheureusement, ça pouvait pas. Tu pouvais plus avancer dans les conditions. T'aurais pu accepter. T'aurais pu accepter de continuer dans ces conditions, mais c'était à l'encontre même de tes valeurs à toi. Donc, à un moment donné, j'aime pas dire ça, mais ça aurait clashé. Et finalement, le résultat, il aurait peut-être été que ton rêve, oui, c'était d'aller peut-être au jeu, mais est-ce que t'aurais pas été plus déçu juste après les jeux de te rendre compte que finalement, ben, t'avais été contre toutes tes valeurs pour aller au jeu? Je sais pas si t'aurais été capable de te regarder dans la glace, tu vois. Enfin, Est-ce que, comme on dit souvent, est-ce que la médaille en vaut le coup? Mais là, ça serait plus, est-ce que l'exploit en vaut le coup? Comme, c'est ça. est-ce qu'il aurait C'est fallu... ça. Parce que, tu vois, quand tu me parles, je veux pas t'envoyer des fleurs, mais quand tu me parles d'abandon, on peut pas parler de toi, en fait. Non, mais ça existe pas dans Bah, ton c'est vrai vocabulaire. comparé après mon accident, c'est ça. Ça a pas de sens de parler d'abandon parce que tu te construis encore de ton accident, de ce que tu as vécu, donc t'as jamais abandonné. T'as jamais abandonné. Et t'en sais rien de quoi demain est fait. Peut-être que demain, un jour, t'accompagneras quelqu'un au jeu en tant que coach ou Ouais. en meneur de vie. T'en sais rien. En fait, donc, ton rêve olympique, oui, mais c'était peut-être un rêve limitant. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que t'es faite pour faire encore autre chose de mieux que ça. Donc, non, pour moi, t'as pas abandonné ton rêve olympique. C'est juste le rêve olympique Qui a abandonné. qui était pas fait pour
pour toi. Le rêve olympique m'a abandonné. Il t'a lâché. Il m'a dit ciao, bye, va faire autre chose. Merci Geoffrey d'avoir partagé cette belle carrière avec toutes ces belles photos. Je pense que d'ailleurs on pourrait finir sur une photo en particulier si j'arrive Ah non, à la remettre, juste celle-ci. non, Voilà, je pense qu'on pourrait finir sur cette photo arrête avec ça. incroyable. Merci d'avoir été aussi vrai dans ce que tu nous as dit. Cet épisode, c'était le dernier épisode de la saison 1 du podcast, mais vous inquiétez pas, la saison 2 arrive. Pas vrai, Geoffrey? Oui, oui. Toujours avec Geoffrey. Et elle arrive fort parce qu'on a déjà des invités qui vont être assez ouf. C'est déjà dans l'organisation et on sait déjà qui on va avoir. Ça risque d'être incroyable. Pour l'instant, tu vas aller aux Jeux Olympiques, tu vas aller faire ton jump, tu vas aller prouver à n'importe qui que tout est possible sur la glace et tu vas aller t'amuser, s'il te plaît aussi. Oublie pas de me faire un petit quand t'es au kiss and cry, s'il te plaît, je suis quand même là. Souviens-toi d'une chose, c'est le petit garçon de la première photo serait incroyablement fier de toi. Ce petit garçon-là, il va être extrêmement fier de toi quand tu vas poser ton premier pied sur la glace au JO. Et je veux vraiment que tu penses à lui, avec son t-shirt Pokémon, et au bord de l'eau avec les petits poissons. Et vous avez vu la classe déjà. Mais il était déjà accordé le pantalon et tout. Ça. Il était déjà avec la coupe de cheveux, déjà incroyable, Solide. ce petit garçon. Merci à vous d'avoir suivi cette saison pleine d'engouement, pleine d'expériences, d'histoires, de différents invités. Et on se retrouve très bientôt pour la suite, pour la saison 2 du podcast So et Joe. Bye.